Le printemps 1940. Un officier naval japonais se tient seul dans sa cabine, à bord du navire amiral Nagato, contemplant un plan audacieux qui scellera le destin de sa nation. L'amiral Isoroku Yamamoto a conçu l'idée lui-même. Personne ne lui a ordonné de planifier une attaque sur la flotte du Pacifique des États-Unis à Pearl Harbor. L'idée est venue de son propre esprit stratégique, né de sa compréhension que si la guerre avec l'Amérique venait, la seule chance du Japon résidait dans une première frappe dévastatrice. L'homme qui concevra l'attaque surprise la plus choquante de l'histoire navale moderne est aussi celui qui comprend mieux que quiconque au Japon pourquoi elle échouera finalement. Yamamoto a passé des années en Amérique. Il a étudié à l'université Harvard de 1919 à 1921. Officiellement inscrit comme étudiant spécial d'anglais, il consacre une grande partie de son temps à comprendre l'industrie pétrolière qui alimente la puissance américaine. Pendant les vacances d'été, il fait de l'autostop à travers le pays, visitant les champs pétroliers du Texas pour voir de visu la puissance industrielle américaine. C'est un observateur avisé de la culture américaine. Ses camarades de classe à Harvard se souviennent de lui comme un travailleur acharné mais pas un bûcheur, exceptionnellement curieux et imaginatif. Quand il lui présente le poker, il devient obsédé par le jeu, restant debout des nuits entières pour le maîtriser. Il étudie les mathématiques des probabilités, la psychologie du bluff, l'art de lire les adversaires. Ses parties de poker lui enseignent quelque chose sur les Américains que ses collègues officiers japonais n'apprendront jamais. Les Américains n'étaient pas téméraires. Ils étaient calculateurs. Ils jouaient le long terme. Ils acceptaient des pertes à court terme pour établir des positions gagnantes. Et quand ils détenaient des mains gagnantes, ils faisaient valoir leur avantage sans pitié. Plus tard, comme attaché naval à Washington de 1926 à 1928, Yamamoto voyage beaucoup à travers les États-Unis. Il visite des usines automobiles à Détroit et regarde des chaînes de montage produire des voitures à des rythmes qui semblent impossibles. Il visite des aciéries à Pittsburgh et des raffineries de pétrole au Texas. Il calcule des tonnages et des taux de production et tire des conclusions qui le terrifient. Quiconque a vu les usines automobiles de Détroit et les champs pétroliers du Texas, dira plus tard Yamamoto, sait que le Japon n'a pas la puissance nationale pour une course navale avec l'Amérique. Il joue aussi au poker avec des officiers navals américains pendant son affectation à Washington. Il gagne régulièrement, développant ce qu'il appelle plus tard du mépris pour l'agilité mentale de ses adversaires américains à la table de jeu. Mais il ne commet jamais l'erreur de confondre l'habileté au jeu de cartes avec le caractère national. Yamamoto savait quelque chose que ses collègues dirigeants militaires japonais refusaient d'accepter. L'Amérique n'était pas molle. L'Amérique n'était pas faible. Et l'Amérique ne négocierait pas la paix après un seul coup dévastateur. Lorsqu'on lui demande par le Premier ministre Fumimaro Konoe quelles sont les perspectives d'une guerre avec les États-Unis, Yamamoto donne une réponse qui se révélera prophétique. Il dit que s'il reçoit l'ordre de se battre, il pourra se déchaîner pendant les 6 premiers mois et remporter victoire sur victoire. Mais il n'a aucune attente de succès si la guerre continue au-delà de ces 6 mois. C'est tout ce que Yamamoto croyait que le Japon avait. Après cela, il ne prévoyait que la défaite. La bataille de Midway, l'engagement qui brisa la puissance navale japonaise et renversa le cours de la guerre du Pacifique, se produisit presque exactement 6 mois après Pearl Harbor. Yamamoto avait prédit son propre échec avec une précision terrifiante. Pourtant, le Japon attaqua quand même. Ceci est l'histoire de la façon dont une nation entière se convainquit que les Américains étaient trop mous, trop divisés et trop peu disposés à se sacrifier pour la victoire. C'est l'histoire de la façon dont les stéréotypes raciaux, l'arrogance culturelle et les vœux pieux conduisirent les dirigeants japonais à mal lire fondamentalement la nation qu'ils étaient sur le point de réveiller. Et c'est l'histoire de la façon dont cette erreur de calcul coûta au Japon tout ce qu'il avait. Les racines de l'erreur de jugement fatal du Japon remontent à des décennies avant Pearl Harbor, à une victoire qui convainquit les planificateurs militaires japonais qu'ils savaient comment vaincre une puissance plus grande. En 1904, le Japon lança une attaque surprise sur la flotte russe du Pacifique à Port Arthur, débutant la guerre russo-japonaise.
Les parallèles avec Pearl Harbor sont frappants. Une frappe soudaine, sans déclaration de guerre formelle. Un coup dévastateur contre une flotte ennemie prise à l'ancre. La destruction de la puissance navale avant que l'ennemi ne puisse se mobiliser. Et cela fonctionna. L'année suivante, le Japon battit la Russie bataille après bataille. Sur terre, les forces japonaises capturèrent Port Arthur après un siège épuisant qui coûta cher aux deux côtés. À Mukden, dans la plus longue bataille terrestre de l'histoire moderne à cette époque, les troupes japonaises débordèrent l'armée russe et capturèrent la ville. Le point culminant vint à la bataille de Tsushima en mai 1905, lorsque l'amiral Togo Heiachiro anéantit la flotte de la Baltique russe. L'escadron russe de la deuxième flotte du Pacifique avait navigué plus de 7 mois et 33 000 kilomètres marins depuis la mer Baltique pour atteindre les eaux asiatiques. Ils arrivèrent épuisés, mal approvisionnés et déjà démoralisés par la nouvelle que Port Arthur était tombé. Togo positionna sa flotte pour traverser le T de la formation russe, une manœuvre navale classique qui permettait à tous les canons japonais de tirer, tandis que seuls les navires de tête russes pouvaient répondre. Le résultat fut l'annihilation. La Russie perdit ses 11 cuirassés, 7 coulés et 4 capturés, ainsi que de nombreux navires plus petits et plus de 5000 hommes tués ou capturés. Le Japon perdit 3 torpilleurs et 117 marins. L'amiral russe Zinovy Rojdestvensky fut capturé par les Japonais. L'amiral Togo victorieux lui rendit visite à l'hôpital en vêtements civils et lui offrit des paroles de réconfort. La défaite, dit Togo, était un sort commun aux soldats. Il n'y avait rien dont avoir honte. L'important était de savoir s'ils avaient accompli leur devoir. Ce moment de chevalerie masqua une vérité plus dure. Le Japon avait gagné non pas à cause d'un courage ou d'une force spirituelle supérieure, mais grâce à un positionnement supérieur, de meilleurs renseignements et un ennemi affaibli par un voyage de 7 mois. C'était la victoire navale la plus décisive depuis Trafalgar. Plus importante encore, c'était la première fois dans l'histoire moderne qu'une nation non occidentale battait une grande puissance européenne en guerre. Le traité de Portsmouth, médié par le président Theodore Roosevelt, mit fin au conflit. Le Japon obtint le contrôle de la Corée, de la péninsule du Liaodong et de la moitié sud de l'île de Sakhaline. La Russie, humiliée et déchirée par une révolution interne, accepta les termes. Les planificateurs militaires japonais tirèrent une leçon de cette victoire qui les hantrait pendant des décennies. Ils conclurent qu'une attaque surprise contre les forces navales ennemies, suivie d'un succès militaire rapide, pouvait forcer une puissance plus grande à négocier plutôt qu'à mener une guerre prolongée. La leçon était fausse. La Russie avait été affaiblie par des troubles internes, étirée sur 2 continents et combattait à 19 000 kilomètres de son cœur industriel. La victoire du Japon devait autant à la faiblesse russe qu'à la force japonaise. Mais les Japonais ne se souvinrent que du triomphe. Tsushima devint le modèle pour traiter avec des ennemis supérieurs. Frapper le premier, frapper fort, et l'ennemi négociera. Ils essaieront la même stratégie contre l'Amérique. Cela ne fonctionnera pas. L'erreur de calcul du Japon sur la volonté américaine naquit de quelque chose de plus profond que l'analyse stratégique. Elle naquit du mépris. Tout au long des années 1930, les dirigeants militaires japonais observèrent les démocraties occidentales avec dédain. Ils voyaient de la faiblesse partout. L'Italie envahit l'Éthiopie. L'Allemagne remilitarisa la Rhénanie et absorba l'Autriche. Le Japon, lui-même, envahit la Mandchourie en 1931 et lança une guerre à grande échelle contre la Chine en 1937. Les puissances occidentales protestèrent. Elles condamnèrent. Elles imposèrent des sanctions inefficaces, mais elles ne se battirent pas. Les dirigeants japonais conclurent que les démocraties manquaient d'estomac pour la guerre. Ils croyaient que les nations qui valorisaient les droits individuels et le confort personnel ne pouvaient égaler l'esprit sacrificiel du Japon, où le devoir envers l'empereur transcendait toutes les préoccupations personnelles. L'armée japonaise était convaincue de la volonté de son propre peuple à faire n'importe quel sacrifice pour sa nation. Elle était également méprisante envers ce qu'elle considérait comme la mollesse des démocraties américaines et européennes, où la loyauté et le patriotisme étaient tempérés par le souci des droits individuels et du bien-être. Ce mépris fut renforcé par une pensée raciale qui imprégnait la culture militaire japonaise.
Beaucoup d'officiers japonais croyaient que les Américains étaient fondamentalement des guerriers inférieurs, trop attachés au luxe et au confort pour endurer les épreuves d'un conflit prolongé. Ils pointèrent du doigt la politique isolationniste de l'Amérique, son opinion publique divisée sur l'implication dans des guerres étrangères et son apparente réticence à se battre comme preuve d'une faiblesse nationale. Une évaluation militaire japonaise de 1941 concluait que le peuple américain aimait le luxe, que sa culture était superficielle et vide de sens, et qu'il manquait de la force spirituelle pour une guerre soutenue. C'était une lecture catastrophique du caractère américain. Yamamoto, qui avait réellement vécu parmi les Américains, essaya de corriger cette illusion. Il prononça un discours dans lequel il avertit que la plupart des gens pensent que les Américains aiment le luxe et sont faibles, mais c'est une erreur. Les Américains, dit-il, répondraient à l'attaque avec détermination et fureur. Personne n'écouta. Il y eut un autre calcul que les dirigeants japonais firent avant Pearl Harbor. Ils crurent que même si l'Amérique ripostait, sa capacité industrielle prendrait des années à se mobiliser. Le Japon aurait le temps de consolider ses conquêtes, d'établir un périmètre défensif à travers le Pacifique et de forcer l'Amérique à accepter un règlement négocié plutôt que de mener une longue guerre pour reconquérir des îles lointaines. Cela aussi était faux. Les planificateurs militaires japonais savaient dans l'abstrait que l'Amérique possédait un potentiel industriel énorme. Des études internes de la marine impériale menées en 1941 montraient exactement les tendances dans la construction navale américaine qui finirait par submerger le Japon. Ils comprenaient les chiffres, mais se convainquirent que la démocratie rendait ce potentiel sans importance. Ils crurent que les travailleurs américains n'accepteraient pas les sacrifices de la production de guerre, que les conflits du travail paralyseraient les usines, qu'un congrès divisé entraverait la mobilisation, et que le public américain exigerait la paix plutôt que d'endurer des années de rationnement et de pertes. Ils pariaient que les Américains choisiraient le confort plutôt que la victoire. En 1939, la production d'avions américains pour l'armée était inférieure à 3000 avions annuellement. Adolf Hitler s'entendit dire par ses conseillers que les appels du président Roosevelt à 50 000 avions par an étaient de la propagande impossible à réaliser. En 1944, les usines américaines produisaient près de 100 000 avions par an. Les États-Unis construisirent plus d'avions en 1944 seulement que le Japon n'en produisit pendant toute la guerre. Les planificateurs japonais avaient correctement identifié le potentiel industriel américain. Ils refusèrent simplement de croire qu'une société démocratique pourrait réellement le mobiliser. Le 26 juillet 1941, le président Franklin Roosevelt gela tous les avoirs japonais aux États-Unis. La Grande-Bretagne et les Indes orientales néerlandaises suivirent dans les jours qui suivirent. Le déclencheur immédiat était l'occupation japonaise de l'Indochine française. Le 24 juillet, avec la France sous occupation allemande, le gouvernement de Vichy avait accepté des bases militaires japonaises dans la colonie. Les forces japonaises occupèrent rapidement la base navale de Cam Ranh, positionnée à seulement 1300 km des Philippines, où les Américains avaient des troupes, et menacèrent la base britannique de Singapour. La réponse de Roosevelt fut rapide et sévère. Le gel des avoirs ne restreignit pas seulement le commerce. Il mit effectivement fin à toutes les relations commerciales entre le Japon et les États-Unis. Les comptes bancaires japonais furent gelés. Les navires japonais dans les ports américains ne pouvaient pas charger de cargaison. Les contrats furent annulés. Le commerce qui avait coulé pendant des décennies s'arrêta du jour au lendemain. L'effet combiné fut catastrophique pour le Japon. La nation perdit l'accès aux 3/4 de son commerce extérieur et à 88% de son pétrole importé. Les chiffres étaient brutaux. Le Japon importait la plupart de son pétrole des États-Unis. Sans le pétrole américain, les réserves japonaises pouvaient soutenir des opérations normales pendant peut-être 3 ans. Dans des conditions de guerre, avec des navires et des avions consommant du carburant à des taux accélérés, cette estimation tomba à 18 mois ou moins. La marine japonaise informa l'empereur Hirohito que les réserves de pétrole seraient épuisées dans les 2 ans si de nouvelles sources n'étaient pas trouvées. Les planificateurs de l'armée calculèrent que leur division mécanisée serait immobilisée encore plus tôt. Les planificateurs militaires japonais confrontèrent un choix terrible.
Ils pouvaient accepter les demandes américaines de se retirer de Chine et d'abandonner leurs ambitions impériales, ou ils pouvaient entrer en guerre pour s'emparer des champs pétrolifères des Indes orientales néerlandaises et des ressources de l'Asie du Sud-Est. Pour les militaristes qui dominaient le gouvernement japonais, le retrait de Chine était impensable. Cela signifierait admettre que 4 ans de guerre et des centaines de milliers de victimes avaient été gaspillés. Cela signifierait l'humiliation politique et probablement la chute du gouvernement. Ils choisirent la guerre. L'armée présenta la guerre non pas comme un choix, mais comme une nécessité. Le Japon était étranglé. L'alternative à la guerre était une mort économique lente et l'abandon de tout ce pour quoi le Japon s'était battu. Ce qu'ils ne présentèrent pas, c'était une évaluation honnête de ce que la victoire exigeait réellement. L'amiral Yamamoto comprenait ce que la victoire contre l'Amérique exigerait véritablement. Dans une lettre destinée à avertir contre la guerre, il écrivit qu'il ne suffirait pas de prendre Guam et les Philippines, ni même Hawaï et San Francisco. Pour rendre la victoire certaine, le Japon devrait marcher sur Washington et dicter les conditions de paix à la Maison-Blanche. Il se demande à haute voix si les politiciens japonais avaient confiance quant au résultat final. Ces paroles étaient destinées à être un avertissement brutal sur l'impossibilité d'une véritable victoire. Les militaristes japonais tronquèrent plus tard la citation pour la faire passer pour une fanfaronnade. Il n'était pas rhétorique. Il énonçait une vérité stratégique. L'Amérique n'était pas la Russie. Elle ne pouvait pas être mise hors de guerre par des défaites navales dans des eaux lointaines. Son cœur industriel était protégé par 2 océans. Sa population était énorme. Ses ressources étaient pratiquement illimitées. Yamamoto le savait parce qu'il l'avait vu. Il avait visité des champs pétroliers et des usines automobiles américaines. Il avait regardé les chaînes de montage et compté les derricks. Il comprenait que toute guerre avec l'Amérique qui durerait plus d'1 an ou 2 se terminerait par la défaite japonaise, indépendamment de la façon dont les forces japonaises se battraient brillamment. Pourtant, il comprenait aussi que son pays avait fait son choix. Son avertissement au Premier ministre Konoe était resté sans écho. Le Japon se battrait et Yamamoto ferait son devoir, sachant tout le temps que le temps était contre eux. Il conçut Pearl Harbor non pas pour gagner la guerre, mais pour gagner du temps. Si le Japon pouvait détruire la flotte américaine du Pacifique et établir un périmètre défensif avant que la puissance industrielle américaine ne puisse se mobiliser, peut-être que l'Amérique choisirait de négocier plutôt que de mener une longue guerre pour reconquérir des îles lointaines du Pacifique. C'était un pari désespéré. Yamamoto le savait, mais ses supérieurs refusèrent d'écouter ses avertissements sur ce qui se passerait si le pari échouait. À 7h55 le matin du 7 décembre 1941, la première vague d'avions japonais apparut au-dessus de Pearl Harbor. Le commandant Mitsuo Fuchida mena la force d'attaque depuis une position en tête de la première vague. Alors que son avion approchait d'Oahu, il ne vit aucun chasseur américain s'élever pour intercepter, aucun feu anti-aérien les atteindre, aucun signe que les Américains attendaient une attaque. Il transmit la phrase de code « Tora, Tora, Tora », tigre, 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 pour signaler que la surprise totale avait été obtenue. Au cours des 2 heures suivantes, 353 avions de 6 porte-avions japonais attaquèrent la flotte américaine du Pacifique à l'ancre. Ils vinrent en 2 vagues, la première à 7h55 et la seconde à 8h50. Des avions torpilleurs rasèrent l'eau à basse altitude pour lâcher leurs armes contre les cuirassés amarrés le long de Ford Island. Des bombardiers en piqué descendirent en piqué depuis l'altitude pour planter des bombes sur les ponts et les hangars. Des bombardiers horizontaux larguèrent leurs charges depuis haute altitude. Des chasseurs mitraillèrent tout ce qui bougeait. Les cibles principales étaient Battleship Row, où les navires les plus puissants de la flotte du Pacifique étaient amarrés en rangée nette le long de la côte sud-est de Ford Island. Hickam Field et Wheeler Field, les principales bases aériennes de l'armée, furent frappées pour empêcher les avions américains de répondre. La station aéronavale de Ford Island fut attaquée pour détruire les avions de patrouille qui pourraient suivre les porte-avions japonais pendant leur retrait. La dévastation fut sévère. Le cuirassé Arizona fut touché par plusieurs bombes dans les premières minutes de l'attaque.
Une bombe perforante, un obus naval de 16 pouces modifié, pénétra le pont près de la tourelle numéro 2 et explosa dans la Sainte-Barbe avant où plus de 450 tonnes de poudre à canon étaient stockées. L'explosion fut catastrophique. Une boule de feu émergea de l'Arizona qui fut visible sur des kilomètres. La section avant du navire fut complètement détruite. Le vaisseau s'immobilisa au fond du port en moins de 9 minutes. 1177 membres de son équipage furent tués, près de la moitié de tous les morts américains ce jour-là. Le contre-amiral Isaac Kidd et le capitaine Franklin Van Valkenburg moururent tous deux à leur poste, dirigeant la défense de leur navire sous le feu, jusqu'à ce que la Sainte-Barbe explose. L'Oklahoma chavira après avoir été touché par plusieurs torpilles sur son côté bâbord. Il se retourna complètement, piégeant des centaines de marins sous les ponts. Les sauveteurs purent entendre des hommes taper sur la coque pendant des jours après l'attaque, mais la plupart ne purent être atteints à temps. 429 hommes moururent à bord de l'Oklahoma. Le California, le West Virginia, le Nevada et d'autres cuirassés furent coulés ou gravement endommagés. Le West Virginia s'immobilisa droit sur le fond du port après avoir reçu 7 coups de torpille et 2 coups de bombe. Le California coula lentement sur 3 jours malgré des efforts désespérés pour le sauver. Le Nevada parvint même à prendre la mer pendant l'attaque et tenta de quitter le port, mais on lui ordonna de s'échouer plutôt que de risquer de couler dans le chenal et de bloquer le port. Au moment où le dernier avion japonais se retira peu après 9h30, plus de 2400 Américains étaient morts. Près de 20 navires avaient été coulés ou endommagés. 188 avions avaient été détruits, la plupart au sol avant même de pouvoir tenter de résister. Les pilotes japonais retournèrent à leur porte-avions triomphant. Ils avaient obtenu une surprise totale. Ils avaient infligé des pertes massives avec des pertes minimales. Seulement 29 avions et 5 sous-marins. L'opération avait réussi au-delà de toutes attentes. Mais ils avaient commis une erreur critique. Les porte-avions américains, les vaisseaux les plus importants de la flotte, n'étaient pas au port ce jour-là. L'Enterprise revenait de la livraison d'avions à Wake Island. Le Lexington transportait des avions vers Midway. Le Saratoga était à San Diego pour des réparations. Les Japonais avaient coulé des cuirassés, des reliques d'une époque antérieure de la guerre navale. Mais les porte-avions qui gagneraient de la guerre du Pacifique avaient échappé indemnes. Les attaquants japonais avaient également échoué à détruire les infrastructures critiques. Les réservoirs de stockage de carburant à Pearl Harbor contenaient 4,5 millions de barils de pétrole, assez pour maintenir la flotte du Pacifique en fonctionnement pendant des mois. Une attaque déterminée sur ces réservoirs aurait paralysé les opérations américaines bien plus efficacement que le naufrage de cuirassés. Les cales sèches et les installations de réparation étaient également largement intactes. L'amiral Chuichi Nagumo, commandant la force de porte-avions japonaise, choisit de ne pas lancer une troisième frappe. Ses pilotes avaient accompli leur mission primaire. L'élément de surprise avait disparu. Les défenseurs américains étaient maintenant alertes et ripostaient férocement. Nagumo s'inquiétait de l'emplacement des porte-avions américains et ne voulait pas risquer ses précieux porte-avions de flotte face à une contre-attaque potentielle. Il se retira, laissant derrière lui un port dévasté, mais aussi une base industrielle intacte, des approvisionnements en carburant non touchés et les porte-avions qui commenceraient bientôt à riposter. Et il y avait autre chose que les Japonais n'avaient pas détruit, quelque chose qui s'avérerait bien plus important que n'importe quel navire. Ils n'avaient pas détruit la détermination américaine. L'attaque japonaise sur Pearl Harbor était destinée à briser le moral américain et à convaincre le public américain que la guerre avec le Japon serait trop coûteuse à poursuivre. Elle obtint exactement l'opposé. Avant le 7 décembre, l'opinion publique américaine sur la guerre était profondément divisée. Bien que la plupart des Américains sympathisent avec les Alliés, ils n'avaient aucune envie d'envoyer leurs fils se battre dans des conflits étrangers. Le sentiment isolationniste était puissant. Les sondages montraient que malgré un soutien croissant à la Grande-Bretagne, la grande majorité des Américains s'opposait à une implication militaire directe. L'attaque sur Pearl Harbor unifia la nation du jour au lendemain. Moins de 24 heures après le discours du président Roosevelt au Congrès, dans lequel il déclara le 7 décembre, une date qui restera à jamais marquée dans l'infamie, le Sénat vota à l'unanimité pour la guerre, 82 contre 0.
La Chambre des représentants suivit avec un vote de 388 contre 1, la pacifiste Janet Rankin du Montana émettant le seul vote dissident. L'America First Committee, l'organisation isolationniste la plus puissante du pays, se dissout en quelques jours. Avant Pearl Harbor, les Américains débattaient de savoir si la guerre les concernait. Après Pearl Harbor, 16 millions d'Américains servirent sous les drapeaux. Les planificateurs japonais s'attendaient à ce que le choc de Pearl Harbor décourage la résistance américaine. Au lieu de cela créa une fureur qui ne serait apaisée qu'avec la reddition inconditionnelle du Japon. Souvenez-vous de Pearl Harbor, devint le cri de ralliement d'une nation. Chaque Américain connaissait quelqu'un qui était mort dans l'attaque, connaissait quelqu'un qui s'était engagé pour la venger, ou allait bientôt rejoindre le combat lui-même. L'attaque sournoise livrée avant une déclaration de guerre formelle convainquit les Américains que le Japon n'était pas seulement un ennemi, mais un ennemi perfide qui devait être totalement vaincu. Les Japonais avaient réveillé exactement ce que Yamamoto craignait. Ils avaient uni une nation divisée et l'avaient remplie d'une terrible détermination. La première preuve que le Japon s'était trompé vint seulement 4 mois après Pearl Harbor, de la direction la moins attendue. Le 18 avril 1942, 16 bombardiers B-25 Mitchell décollèrent du pont du porte-avions Hornet, à 1050 km de la côte japonaise. C'était la première fois que des bombardiers moyens décollaient d'un porte-avions, et les pilotes n'avaient aucune attente de retourner au navire. Leur plan était de bombarder le Japon, puis de voler vers des aérodromes en Chine. Le lieutenant-colonel James Doolittle mena le raid. Il avait 45 ans, un ancien pilote de course et pionnier de l'aviation qui avait établi des records de vitesse et obtenu un doctorat en aéronautique du Massachusetts Institute of Technology. Lorsqu'on lui demanda de planifier un raid sur le Japon, il se porta volontaire pour le mener personnellement. Les raiders s'entraînèrent en secret pendant des semaines, pratiquant des décollages courts, simulant des lancements sur porte-avions. Chaque équipage comptait 5 hommes. Chaque avion transportait 4 bombes de 500 livres, 3 à haut pouvoir explosif et une incendiaire. Les cibles étaient des installations militaires et industrielles à Tokyo, Yokohama, Yokosuka, Nagoya, Osaka et Kobe. La mission faillit échouer avant même de commencer. Tôt le matin du 18 avril, un patrouilleur japonais repéra la force opérationnelle américaine et transmit un rapport de contact avant d'être coulé. L'amiral William Halsey, commandant la force de porte-avions, fit face à une décision difficile. Le plan original prévoyait de lancer les bombardiers au crépuscule, à 650 km du Japon, leur permettant d'arriver sur leur cible de nuit et d'atteindre la Chine de jour. Mais avec les forces japonaises maintenant alertées, chaque heure de retard augmentait le risque que les porte-avions soient attaqués. Halsey ordonna à Doolittle de décoller immédiatement 320 km plus loin du Japon que prévu et en plein jour. Le B-25 de Doolittle fut le premier à quitter le pont à 8h20 du matin. Les 15 autres avions suivirent au cours de l'heure suivante. Chaque équipage, sachant que le lancement anticipé signifiait qu'ils n'auraient pas assez de carburant pour atteindre leur site d'atterrissage prévu en Chine. Ils devraient soit amérir dans l'océan, soit sauter en parachute au-dessus du territoire occupé par les Japonais, soit espérer atteindre les lignes chinoises avant que leur réservoir ne soit vide. Les 16 avions atteignirent le Japon et frappèrent leur cible. Doolittle lui-même bombarda une usine d'avions à Tokyo. D'autres équipages touchèrent des aciéries, des parcs de réservoirs de pétrole et des installations militaires. Les tirs anti-aériens furent dispersés. Les chasseurs japonais furent lents à réagir, s'attendant à ce que toute attaque vienne de porte-avions beaucoup plus proches de la côte. Les dégâts physiques furent minimes. Les rapports japonais préliminaires firent état de 12 tués et plus de 100 blessés. Une poignée de bâtiments furent détruits. Un bombardier endommagea légèrement le porte-avions léger Ryuho à Yokosuka, retardant son achèvement. En termes d'impact militaire, le raid était insignifiant, mais l'impact psychologique fut énorme. L'armée japonaise avait assuré au public que les îles de la métropole étaient invulnérables à l'attaque. La personne de l'empereur était sacrée et sa capitale était censée être protégée par un anneau de défense impénétrable.
Maintenant, des bombardiers américains étaient apparus au-dessus de Tokyo elle-même, larguant des bombes sur la capitale impériale en plein jour. Le palais de l'empereur lui-même avait été exposé au danger. Les forces armées avaient perdu la face de la manière la plus humiliante possible. Des écoles et des bâtiments civils avaient été touchés, prouvant que le Japon n'était pas à l'abri de la vengeance américaine. Pour le public japonais, le raid brisa l'illusion d'invincibilité. Pour l'armée japonaise, il exigea une réponse. L'opération qui deviendrait la bataille de Midway fut accélérée en partie pour empêcher de futurs raids en étendant le périmètre défensif du Japon. L'humiliation du raid Doolittle guida la planification stratégique japonaise pendant des mois après. La lettre de Yamamoto à un collègue après le raid Doolittle captura sa compréhension de la psychologie américaine. Il écrivit que la Grande-Bretagne et l'Amérique avaient peut-être sous-estimé le Japon quelque peu, mais de leur point de vue, c'était comme se faire mordre la main par un chien qu'ils nourrissaient. L'Amérique, dit-il, était déterminée à entreprendre des opérations à grande échelle contre le Japon. Il nota également que les réjouissances insensées au Japon après Pearl Harbor étaient déplorables. Cela me faisait craindre que le premier coup sur Tokyo ne fasse flétrir le public japonais sur place. Yamamoto comprenait ce que ses collègues dirigeants ne comprenaient pas. Le raid n'était pas à propos des bombes, il était question de la volonté américaine. Les Américains arrivaient et ils ne s'arrêteraient pas avant d'atteindre Tokyo elle-même. Des 80 membres d'équipage qui participèrent au raid, 3 furent tués dans des crashs ou en sautant en parachute. 8 furent capturés par les Japonais. 3 de ces prisonniers furent exécutés par peloton d'exécution. 1 mourut de maladie et de mauvais traitements en prison. Les 4 autres survécurent plus de 3 ans d'isolement cellulaire et furent libérés à la fin de la guerre. Le reste des raiders atteignit la Chine, soit en s'écrasant, soit en sautant en parachute, lorsque leur carburant fut épuisé. Des civils et soldats chinois aidèrent nombre d'entre eux à échapper à la sécurité, souvent à un terrible coût. L'armée japonaise lança une campagne de représailles à travers les provinces chinoises où les Américains avaient atterri, tuant environ 250 000 civils chinois en représailles. Doolittle lui-même, convaincu que la mission avait échoué parce qu'aucun de ses avions ne pouvait être récupéré, s'attendait à être traduit en cour martiale. Au lieu de cela, il fut promu brigadier général et reçut la médaille d'honneur. Le raid qui avait causé si peu de dégâts physiques avait obtenu quelque chose de bien plus précieux. Il avait prouvé que le Japon était vulnérable et que l'Amérique était prête à prendre des risques énormes pour riposter. Presque exactement 6 mois après Pearl Harbor, la flotte combinée japonaise fit route vers Midway, la plus grande force navale que le Japon ait jamais assemblée. Le plan de l'amiral Yamamoto était complexe et ambitieux. Il enverrait une force de diversion attaquer les îles Aléoutiennes, attirant l'attention américaine vers le nord. Pendant ce temps, la force de frappe principale approcherait Midway depuis le nord-ouest. Après que les avions des porte-avions aient neutralisé les défenses de l'île, une force d'invasion débarquerait et capturerait l'atoll. Le véritable objectif n'était pas Midway elle-même, mais les porte-avions américains. Yamamoto croyait que lorsque l'Amérique apprendrait la menace sur Midway, positionné stratégiquement entre Hawaï et le Japon, les porte-avions restants appareilleraient pour la défendre. La puissante flotte japonaise serait là pour les détruire. Yamamoto amena 4 porte-avions de flotte, l'Akagi, le Kaga, le Soryu et le Hiryu. C'étaient les mêmes porte-avions qui avaient attaqué Pearl Harbor, avec les pilotes les plus expérimentés du Japon. Il déploya également 2 porte-avions légers, 11 cuirassés, dont le massif Yamato, et des dizaines de croiseurs, destroyers et navires de soutien. Face à cette armada, les Américains ne pouvaient rassembler que 3 porte-avions, l'Enterprise, le Hornet et le Yorktown. Le Yorktown avait été gravement endommagé à la bataille de la mer de Corail seulement 1 mois plus tôt. Les travailleurs du chantier naval de Pearl Harbor, à qui on avait dit qu'ils avaient 3 mois pour réparer le navire, le firent en 72 heures de travail 24 heures sur 24. L'Amérique n'avait aucun cuirassé disponible. Les navires survivants de Pearl Harbor étaient encore en réparation ou servaient dans l'Atlantique. La force américaine comprenait seulement 8 croiseurs et 18 destroyers. Sur le papier, cela aurait dû être une victoire japonaise.
Mais les décrypteurs américains à la station Hippo à Hawaï avaient cassé suffisamment du code naval japonais pour déterminer la cible et le timing de l'opération. Le commandant Joseph Rochefort et son équipe travaillèrent 24 heures sur 24 pour analyser les messages interceptés. Ils ne pouvaient pas tout lire, mais ils pouvaient en lire assez. Une astuce ingénieuse confirma que Midway était la cible. Les décrypteurs soupçonnaient que la désignation japonaise AF se référait à Midway, mais ils avaient besoin d'une preuve. Ils arrangèrent pour que la base de Midway diffuse un message radio non codé signalant que leur système de purification d'eau était tombé en panne. Moins de 48 heures plus tard, les décrypteurs américains interceptèrent un message japonais signalant que AF manquait d'eau. L'amiral Chester Nimitz savait que Midway était l'objectif, savait approximativement quand l'attaque viendrait et positionna ses porte-avions pour tendre une embuscade aux embusqueurs à un endroit optimistement nommé Point Luck. Le matin du 4 juin 1942, les avions japonais frappèrent Midway, tandis que les bombardiers en piqué américains chassaient les porte-avions japonais. Après des heures de confusion et d'attaques infructueuses, tout changea en 5 minutes. À 10h25 ce matin-là, les bombardiers en piqué de l'Enterprise et du Yorktown trouvèrent les porte-avions japonais Akagi, Kaga et Soryu, avec leurs ponts pleins d'avions en cours de réarmement et de ravitaillement. En quelques minutes, les 3 porte-avions étaient en feu. Le 4e porte-avions, le Hiryu, fut trouvé et détruit dans l'après-midi. Le Japon perdit 4 porte-avions de flotte, un croiseur lourd et plus de 300 avions. Plus important encore, le Japon perdit des centaines de ses pilotes les plus expérimentés, des hommes qui avaient passé des années à perfectionner les opérations sur porte-avions et qui ne pouvaient être rapidement remplacés. Les pertes américaines furent significatives. Le porte-avions Yorktown et un destroyer furent coulés. Plus de 300 marins américains moururent, mais le résultat stratégique était clair. La prédiction de Yamamoto s'était réalisée. 6 mois après Pearl Harbor, la capacité offensive du Japon était brisée. La marine impériale ne menacerait plus jamais Hawaï ou le continent américain. À partir de Midway, le Japon se battrait pour défendre ce qu'il avait déjà conquis. Et la machine industrielle américaine commençait tout juste à produire. En août 1942, les forces américaines débarquèrent sur Guadalcanal, dans les îles Salomon. C'était la première grande opération offensive de la guerre du Pacifique et le premier test de savoir si les forces terrestres américaines pouvaient égaler les soldats japonais dans un combat soutenu. Les débarquements du 7 août prirent les Japonais par surprise. La première division des Marines, du major-général Alexander Vandegrift, captura rapidement un aérodrome que les Japonais construisaient. En quelques semaines, les ingénieurs américains achevèrent la piste et la nommèrent Henderson Field, en l'honneur du major Lofton Henderson, un aviateur des Marines tué en menant son escadrille à Midway. Pendant les 6 mois suivants, les combats ne s'arrêtèrent jamais. Les Japonais ne pouvaient accepter la perte de Guadalcanal. L'île se trouvait à cheval sur les routes d'approvisionnement entre l'Amérique et l'Australie. Si l'Amérique la tenait, les positions japonaises à travers le Pacifique Sud seraient menacées. Le quartier général impérial ordonna la reprise de l'île à tout prix. Les forces japonaises attaquèrent Henderson Field à plusieurs reprises par terre, par mer et par air. Les Marines et plus tard les soldats de l'armée repoussèrent assaut après assaut. Les noms des batailles, Alligator Creek, Edson's Ridge, le Matanikau, Henderson Field, devinrent des légendes de l'histoire du corps des Marines. En mer, les combats furent tout aussi sauvages. 7 grandes batailles navales eurent lieu dans les eaux autour de Guadalcanal. Tant de navires furent coulés que les eaux entre Guadalcanal et l'île de Floride devinrent connues sous le nom de Iron Bottom Sound, le détroit au fond de fer. Les Japonais développèrent le Tokyo Express, des courses de destroyers à grande vitesse qui livraient des troupes et des approvisionnements sous couvert de l'obscurité. Les avions américains de Henderson Field rendaient les opérations de jour suicidaires, alors les Japonais venaient la nuit. Les 2 camps perdirent des navires à un rythme qu'aucun ne pouvait soutenir. La guerre de jungle était infernale. Le paludisme frappa des milliers d'hommes des 2 côtés. Les maladies tropicales, la dysenterie et les infections de blessures mineures tuèrent presque autant que l'action ennemie.
La chaleur était oppressante, le terrain était brutal, l'eau douce était rare, les lignes d'approvisionnement étaient ténues au mieux. Les Marines, qui s'attendaient à une campagne courte, se retrouvèrent enfermés dans une lutte à mort qui dura mois après mois. Ils mangèrent des rations japonaises quand les leurs s'épuisaient. Ils portèrent des uniformes pourris et passèrent des semaines sans repos adéquat. Ils combattirent des soldats japonais à qui on avait enseigné que la reddition était pire que la mort et qui attaquaient avec une férocité que les troupes américaines n'avaient jamais affrontée. Mais lorsque les combats prirent fin en février 1943, le Japon avait subi une autre défaite qu'il ne pouvait se permettre. Les Japonais perdirent plus de 14 000 tués au combat, 9 000 à cause de maladies et 1 millier capturés. Ils perdirent 38 navires et plus de 600 avions. Plus critique encore, ils perdirent l'initiative stratégique. Jamais plus les forces japonaises ne tenteraient une offensive majeure dans le Pacifique, peut-être aussi importante que la victoire militaire fut la victoire psychologique. Sur un terrain de jeu égal, les forces terrestres américaines avaient battu les meilleurs du Japon. Le mythe de l'invincibilité japonaise sur terre établi en Malaisie et aux Philippines était brisé. Et la disparité de production dont Yamamoto avait averti devenait impossible à ignorer. Pendant que le Japon et l'Amérique combattaient à Guadalcanal, les usines américaines accomplissaient des miracles de production que les planificateurs japonais avaient cru impossibles. Quand le président Roosevelt appela à 60 000 avions en 1942 et 125 000 en 1943, les conseillers d'Hitler rejetèrent ces chiffres comme de la propagande. La production militaire américaine en 1939 ne donnait aucune indication que de tels objectifs pourraient être atteints. Toute l'armée américaine comptait moins de 3 000 avions. L'idée de produire 50 000 avions annuellement semblait être de la fantaisie. Mais l'industrie américaine se transforma à une vitesse et à une échelle qui stupéfièrent le monde. Avant la guerre, les constructeurs automobiles américains se faisaient concurrence pour produire des voitures et des camions pour les consommateurs civils. Après Pearl Harbor, ils se convertirent à la production de guerre presque du jour au lendemain. La Ford Motor Company, qui avait construit des automobiles au rythme d'une toutes les 69 secondes, transforma complètement ses opérations. L'usine Willow Run, dans le Michigan, conçue par l'architecte Albert Kahn et construite à une vitesse incroyable, finit par produire des bombardiers B-24 Liberator sur des principes de chaîne de montage qui n'avaient jamais été appliqués à la construction aéronautique. À la fin de la guerre, Willow Run produisait des bombardiers plus rapidement que n'importe quelle usine au monde, un avion complet toutes les 63 minutes. Les chantiers navals s'agrandirent à des rythmes similaires. Gulf Shipbuilding en Alabama passa de 240 employés au début de 1940 à 11 600 en 1943. Alabama Dry Dock passa de 1000 travailleurs à près de 30 000. Les chantiers navals de Henry Kaiser pionnièrent de nouvelles techniques de construction qui réduisirent le temps de construction d'un Liberty Ship de mois à jours. Ces ouvriers pouvaient assembler un navire complet en moins de 2 semaines. Les femmes entrèrent sur le marché du travail en nombre sans précédent. En 1944, les femmes constituaient plus d'un tiers de la main-d'œuvre de fabrication de défense. Elles actionnaient des tours et des chalumeaux de soudage, assemblaient des avions et des munitions, conduisaient des camions et actionnaient des grues. L'image de Rosie la rifteuse devint un symbole de la détermination américaine. Les résultats furent stupéfiants. En 1943, les chantiers navals américains lançaient plus de tonnage en une seule année que le Japon n'en avait produit pendant toute la guerre jusqu'à ce point. À l'automne 1943, toute la flotte alliée coulée depuis 1939 avait été remplacée et dépassée. La campagne des U-boats allemands qui avait menacé d'étrangler la Grande-Bretagne fut submergée par le seul volume de production. Les usines américaines produisirent presque les 2/3 de tout l'équipement militaire allié, comprenant 297 000 avions, 193 000 pièces d'artillerie, 86 000 chars et 2 millions de camions de l'armée. En 1944, plus de la moitié de toute la production industrielle mondiale avait lieu aux États-Unis. En 1943, les États-Unis fabriquèrent près de 30 000 chars, plus en une seule année que l'Allemagne n'en produisit de 1939 à 1945.
Les usines américaines construisirent 100 millions de tonnes d'équipements de guerre au cours du conflit. La disparité dans la construction des porte-avions racontait l'histoire le plus clairement. Dans les 3 années suivant Midway, le Japon construisit 6 porte-avions, l'Amérique en construisit 17. Mais même cela sous-estime l'avantage. Les porte-avions américains étaient plus grands, transportaient plus d'avions et étaient soutenus par de vastes flottes de navires de ravitaillement, de pétroliers et de navires de réparation qui leur permettaient d'opérer à des milliers de kilomètres de leur port d'attache pendant des mois. Les chiffres racontaient l'histoire que les dirigeants japonais avaient refusé de croire. Ils avaient parié que la démocratie empêcherait l'Amérique de mobiliser ses ressources. Ils avaient supposé que les conflits du travail, les divisions politiques et les demandes publiques de biens de consommation empêcheraient la conversion complète à la production de guerre. Ils se trompaient de façon catastrophique. Les civils américains acceptèrent le rationnement de l'essence, du caoutchouc, du sucre, du café, de la viande et de dizaines d'autres produits. Ils achetèrent des obligations de guerre par milliards. Ils travaillèrent des heures supplémentaires sans se plaindre. Ils envoyèrent leurs fils et filles à la guerre. La démocratie que les dirigeants japonais avaient rejetée comme molle s'avéra capable de sacrifices qui égalèrent ou dépassèrent ceux de n'importe quel État totalitaire. Alors que la production américaine montait en flèche et que les forces japonaises battaient en retraite à travers le Pacifique, les pilotes japonais commencèrent à rapporter quelque chose de troublant. Les Américains combattaient différemment, non seulement avec plus de navires et d'avions, mais avec une plus grande compétence et détermination que la doctrine japonaise n'avait supposé possible. La formation militaire japonaise mettait l'accent sur la force spirituelle et l'esprit guerrier comme facteur décisif au combat. Ils croyaient que les soldats américains élevés dans une société démocratique molle manqueraient de volonté pour s'approcher de l'ennemi et se battre jusqu'à la mort. Au lieu de cela, ils trouvèrent des Marines qui chargeaient des positions de mitrailleuses, des pilotes qui poursuivaient des attaques à travers des murs de feu anti-aériens et des marins qui combattaient des navires en feu jusqu'à ce qu'ils coulent sous eux. Les Japonais avaient commis une erreur fondamentale. Ils avaient confondu la réticence de l'Amérique à entrer en guerre avec une incapacité à la mener. L'isolationnisme des années 1930 n'était pas de la lâcheté. C'était une nation démocratique, débattant de la question de savoir si des conflits lointains valaient le sang américain. Une fois ce débat réglé par Pearl Harbor, l'Amérique combattit avec exactement la fureur que Yamamoto avait prédite. La démocratie qui semblait divisée et molle avant le 7 décembre devint unifiée et féroce après. Les commandants japonais découvrirent que les forces américaines ne négocieraient pas de reddition locale, n'accepteraient pas de conditions de paix de compromis et ne s'arrêteraient pas avant d'avoir obtenu une victoire totale. La guerre que le Japon avait commencée avec une attaque surprise ne se terminerait qu'avec la reddition inconditionnelle du Japon. Le 18 avril 1943, exactement 1 an après le raid Doolittle sur Tokyo, des chasseurs américains P-38 interceptèrent un avion de transport au-dessus de l'île de Bougainville. À bord de cet avion se trouvait l'amiral Isoroku Yamamoto, l'architecte de Pearl Harbor, le prophète qui avait prédit la défaite du Japon et le commandant de la flotte combinée. Les décrypteurs américains avaient intercepté et décodé ses plans de vol. Une mission spécialement planifiée fut lancée pour l'assassiner. Les P-38 abattirent les 2 bombardiers du vol de Yamamoto. Le corps de l'amiral fut trouvé le lendemain, tenant encore son épée cérémonielle. La mort de Yamamoto fut un coup significatif au moral japonais. Il était respecté et admiré dans toute la marine, l'un des rares leaders qui commandait une loyauté authentique plutôt qu'une obéissance craintive. Sa perte ôta des conseils japonais la seule voix qui avait constamment mis en garde contre la sous-estimation de l'Amérique. Mais en avril 1943, les avertissements de Yamamoto avaient déjà été prouvés corrects. Le Japon était sur la défensive à travers le Pacifique. Sa force de porte-avions était paralysée. Ses meilleurs pilotes étaient morts. La marée industrielle que Yamamoto avait prédite commençait à noyer l'armée japonaise. L'homme qui avait compris l'Amérique mieux qu'aucun dirigeant japonais, qui avait essayé d'avertir sa nation contre une guerre qu'il savait ne pas pouvoir gagner, mourut en sachant que ses pires prédictions se réalisaient.
Au cours des 2 années suivantes, les forces américaines sautèrent d'île en île à travers le Pacifique, chaque campagne les rapprochant du Japon. La stratégie était délibérée. Plutôt que d'assaillir chaque île tenue par les Japonais, les commandants américains identifièrent des positions clés qui pourraient être capturées et utilisées comme base pour de nouvelles avancées. Les îles qui ne pouvaient pas supporter des bases aériennes ou des ancrages furent contournées, leurs garnisons japonaises laissées à dépérir sans approvisionnement ni objectif. Les îles Gilbert tombèrent en novembre 1943. Tarawa, un petit atoll avec une garnison de près de 5000 soldats japonais, coûta aux Marines plus de 1000 tués et plus de 2000 blessés en seulement 76 heures de combat. La garnison japonaise fut virtuellement anéantie. Seulement 17 soldats japonais survécurent comme prisonniers. L'intensité de la résistance japonaise choqua les planificateurs américains et le public américain. Les îles Marshall suivirent au début de 1944. Kwajalein et Eniwetok fournirent des ancrages et des aérodromes qui amenèrent les forces américaines à portée des îles Mariannes. La campagne des Mariannes, à l'été 1944, fut le coup stratégique décisif. Saipan, Tinian et Guam mirent les bombardiers américains B-29 à portée des îles japonaises. Pour la première fois depuis le raid Doolittle, le Japon faisait face à la perspective d'un bombardement aérien soutenu. La bataille pour Saipan dura 3 semaines. Plus de 3000 Américains furent tués et plus de 10 000 blessés. Les Japonais perdirent près de 30 000 soldats, la plupart mourant plutôt que de se rendre. Des centaines de civils japonais, convaincus par la propagande que les Américains les tortureraient et les tueraient, se suicidèrent en sautant de falaises à l'extrémité nord de l'île. À Iwo Jima, en février 1945, les Marines combattirent pendant 36 jours pour capturer une île de 20 km². Les Japonais avaient fortifié le rocher volcanique avec des tunnels, des bunkers et des positions défensives interconnectées qui faisaient de chaque mètre d'avance une bataille. Près de 7000 Américains moururent sur Iwo Jima. 19 000 autres furent blessés. La garnison japonaise d'environ 21 000 soldats fut virtuellement anéantie. Seulement environ 200 furent capturés comme prisonniers de guerre. Le reste mourut, défendant une île qui n'avait aucune valeur stratégique, sauf ses aérodromes. À Okinawa, les combats durèrent presque 3 mois et coûtèrent plus de 12 000 vies américaines. Les Japonais déployèrent des avions kamikazes dans des attaques massives pour la première fois, coulant ou endommageant des dizaines de navires américains. La population civile d'Okinawa souffrit terriblement, prise entre les bombardements américains et les soldats japonais qui les utilisaient parfois comme boucliers ou les forçaient à se suicider. Ces pertes étaient précisément ce sur quoi la stratégie japonaise avait compté. Les militaristes avaient cru que s'ils rendèrent la victoire assez coûteuse, les Américains exigeraient la paix plutôt que de continuer le massacre. Au lieu de cela, chaque victoire sanglante ne fit que renforcer la détermination américaine à finir le travail. Les sacrifices à Iwo Jima et Okinawa étaient justifiés par la promesse qu'ils rapprochaient la victoire finale. Les sondages montraient que le soutien public américain à la guerre restait écrasant même lorsque les listes de victimes s'allongeaient. À l'été 1945, les bombardiers américains B-29 réduisaient les villes japonaises en cendres. Le bombardement incendiaire de Tokyo en mars tua environ 100 000 personnes en une seule nuit. Les îles de la métropole que les dirigeants japonais avaient promises invulnérables brûlaient. Et pourtant, le Japon continua à se battre, même lorsque ces villes brûlaient et que son peuple mourait de faim, parce que les militaristes qui avaient commencé la guerre ne pouvaient accepter qu'ils l'avaient perdue. Les bombes atomiques qui détruisirent Hiroshima et Nagasaki en août 1945 amenèrent finalement la reddition du Japon. Mais le résultat avait été déterminé des années plus tôt dans l'erreur de calcul fondamentale qui conduisit le Japon à attaquer Pearl Harbor. Les dirigeants japonais avaient cru que les Américains étaient mous, que la démocratie rendait les nations faibles, et que le potentiel industriel ne signifiait rien sans la volonté spirituelle de l'utiliser. Ils avaient cru qu'une attaque surprise briserait le moral américain plutôt que de l'unir. Ils se trompèrent surtout. 16 millions d'Américains servirent sous les drapeaux pendant la Seconde Guerre mondiale. Les usines américaines produisirent plus que tous les autres combattants réunis.
Une nation que les planificateurs japonais avaient rejetée comme trop divisée et trop confortable pour se battre, soutint le conflit le plus sanglant de l'histoire humaine jusqu'à ce que la victoire totale soit obtenue. L'erreur de calcul qui conduisit à Pearl Harbor n'était pas seulement militaire, elle était culturelle. Les dirigeants japonais avaient regardé la société américaine et n'avaient vu que ce qu'ils s'attendaient à voir. Ils virent de la musique jazz et des films hollywoodiens et supposèrent de la décadence. Ils virent des syndicats et des débats politiques et supposèrent de la faiblesse. Ils virent une nation réticente à entrer en guerre et supposèrent qu'elle avait peur de se battre. Ils ne comprirent pas que la réticence américaine à entrer en guerre venait non pas de la faiblesse, mais de la délibération démocratique. Et ils ne comprirent pas qu'une fois cette délibération terminée par les bombes japonaises, l'Amérique se battrait avec une détermination qui égalerait ou dépasserait tout ce que le Japon pourrait rassembler. L'amiral Yamamoto comprenait. Il avait vécu en Amérique, joué au poker avec des officiers américains, voyagé à travers le cœur américain. Il savait que l'image des Américains mous et faibles était une illusion dangereuse. Mais Yamamoto fut outrepassé par des hommes qui n'avaient jamais mis le pied aux États-Unis, qui basaient leurs hypothèses stratégiques sur des stéréotypes raciaux et des vœux pieux. Ils apprirent la vérité seulement après qu'il fut trop tard pour changer de cap. La guerre que le Japon commença le 7 décembre 1941 se termina le 2 septembre 1945, lorsque les officiels japonais signèrent l'instrument de reddition à bord du cuirassé Missouri dans la baie de Tokyo. La cérémonie eut lieu sur le pont d'un navire nommé d'après un État américain, sous les canons qui représentaient la puissance industrielle américaine, dans le port d'une capitale japonaise réduite en cendres. La symétrie était délibérée et dévastatrice. Le général Douglas MacArthur présida la reddition. Des représentants de toutes les puissances alliées se tenaient derrière lui. La délégation japonaise, en habit de deuil formel et haut de forme, semblait raide et mal à l'aise, alors qu'il signait les documents qui mettaient fin pour toujours aux ambitions impériales japonaises. Parmi les drapeaux exposés sur le Missouri se trouvait le même drapeau qui avait flotté sur le Capitole à Washington le 7 décembre 1941. Un autre drapeau présent ce jour-là était le drapeau à 31 étoiles que le commodore Matthew Perry avait porté lorsqu'il ouvrit le Japon au commerce occidental en 1853. Le message était clair. La tentative du Japon de construire un empire s'était terminée là où elle avait commencé, avec des navires américains dans la baie de Tokyo. Présent en esprit se trouvait à proximité le mémorial de l'Arizona à Pearl Harbor, où 1177 marins américains restent enterrés dans le navire qui les emmena à leur mort ce dimanche matin, où la grande erreur de calcul du Japon commença. Ces hommes moururent parce que les dirigeants japonais se convainquirent que leur attaque briserait la volonté américaine. Au lieu de cela, elle forgea cette volonté en quelque chose d'incassable. Le coût de l'erreur de calcul fut stupéfiant. Le Japon perdit plus de 2 millions de militaires tués pendant la guerre. Les morts civiles dues aux bombardements, à la famine et aux attaques atomiques sur Hiroshima et Nagasaki portèrent le total à près de 3 millions. 66 villes japonaises furent détruites par les bombardements américains. La marine japonaise, autrefois fière, fut anéantie. L'empire qui s'étendait à travers l'Asie et le Pacifique fut réduit aux 4 îles de la métropole. L'Amérique paya son propre prix. Plus de 400 000 Américains moururent pendant la Seconde Guerre mondiale, dont plus de 100 000 dans le théâtre du Pacifique. Des millions d'autres furent blessés physiquement et psychologiquement. La guerre coûta aux États-Unis plus de 300 milliards de dollars, une somme qui dépasserait 4 000 milliards en monnaie moderne. Mais l'Amérique émergea de la guerre comme la nation la plus puissante sur Terre, avec une capacité industrielle qui éclipsait tous les concurrents et une armée qui pouvait projeter sa force n'importe où sur le globe. Le pays que le Japon avait rejeté comme mou et décadent s'était prouvé capable de gagner la plus grande guerre de l'histoire humaine. L'histoire de l'erreur de jugement du Japon n'est pas simplement une histoire sur une guerre. C'est un avertissement sur les dangers de sous-estimer les adversaires, de croire que d'autres peuples sont fondamentalement différents ou inférieurs, de supposer que ce qui ressemble à de la faiblesse est effectivement de la faiblesse. L'amiral Yamamoto vit au-delà de ces illusions.
parce qu'il avait pris le temps de connaître l'Amérique, non pas comme une cible à attaquer, mais comme une nation d'êtres humains avec leurs propres forces et valeurs. Ces avertissements restèrent sans écho parce qu'ils contredisaient ce que les dirigeants japonais voulèrent croire. Les conséquences de cette auto-illusion se mesurèrent en millions de vies, japonaises et américaines confondues.